Je vais vous parler des règles, des menstruations, un phénomène connu de tous et toutes, et pourtant, il y a encore beaucoup de choses à faire, à apprendre et surtout à déconstruire, notamment des idées reçues, des superstitions, des mythes, des croyances et des tabous. Je vous propose un petit voyage dans le temps, dans lequel nous serons confrontés à des idées, à des textes, pour essayer de comprendre comment les strates de l'histoire sont parvenues jusqu'à nous et comment, trop souvent, nous sommes acteurs et actrices du tabou des règles. Quand je suis amenée à parler de mes études sur les règles, à ma famille, mes proches ou des inconnus, je suis tout de suite confrontée à un problème. Les mots, la manière de dire les règles, le champ lexical. Tout de suite, on me dit « Ok, tu parles des ragnagnas » ou bien mon interlocuteur ou mon interlocutrice refuse simplement d'utiliser les termes de menstru, menstruation ou règles, qui sont pourtant les trois termes idéaux pour parler de ce phénomène naturel. Et c'est vrai, on en utilise des métaphores ou des expressions. Il y aurait d'ailleurs 5000 manières de dire les règles à travers le monde. En France, on utilise surtout des expressions liées à la couleur rouge. L'armée rouge, les Anglais débarquent, les fraises, les coquelicots. En fait, c'est quelque chose que l'on retrouve dans à peu près toutes les cultures et à travers toutes les langues. Les Finlandais, par exemple, petite variante, parlent de jour des framboises. Les Portugais, de feu rouge. Et à Cuba, ils disent qu'ils sont accompagnés, qu'ils sont avec le petit chaperon rouge. À quoi elles servent au final cette expression ? Pourquoi on les utilise autant ? Est-ce que ce ne serait pas une manière de cacher une gêne ? Est-ce que ce ne serait pas déjà le premier signe d'une forme de tabou ? J'ai moi-même utilisé, et j'utilise encore parfois, beaucoup d'expressions. Des expressions que je ne comprends pas toujours et que je ne comprenais pas. Je suis indisposée. C'est pas la bonne semaine du mois. Ce sont des expressions qui sont souvent en plus péjoratives. Peut-être que dire simplement « j'ai mes règles », parler simplement des règles, ce serait un premier pas pour dédramatiser ce phénomène naturel et pour éviter surtout d'en faire un tabou. Parce qu'il est encore question de tabou. Une enquête de 2017 a montré qu'en France, 44% des femmes se sentaient honteuses pendant leurs règles et que 43% d'entre elles se sentaient gênées lors de l'achat de leur protection hygiénique. Mais il vient d'où ce tabou ? En fait, pour répondre à cette question, il faut venir des siècles en arrière, voire des millénaires en arrière. Et on peut prendre comme point de départ les textes, les trois grands textes de nos religions monothéistes. Ces textes disent à peu près tous la même chose. Le sang des règles est un sang impur. Par exemple, dans le Lévitique, dans l'Ancien Testament, il est clairement dit « Quand une femme a ses règles, elle est impure, et tout ce qu'elle touche doit être purifié. » Il y a aussi beaucoup d'interdits liés à la sexualité. Ces interdits, ils sont véhiculés par ces textes religieux, mais pas seulement. Ils sont aussi véhiculés par les textes médicaux. Pendant des siècles, les médecins vont expliquer qu'un enfant conçu pendant les règles deviendra roux, lépreux, boiteux ou bien encore doté de grosses taches rouges sur le corps. Ces textes, ces idées produisent cette notion de sang impur, produisent beaucoup d'interdits liés aux règles. Encore beaucoup ne font pas l'amour pendant les règles. Pourquoi ? Par tradition peut-être, on ne sait pas. Encore beaucoup ne peuvent pas accéder à un lieu de culte pendant leurs règles. Encore trop de femmes ne peuvent pas accéder à l'école pendant les règles. Ces interdits prennent la forme d'exil menstruel. Par exemple, au Népal, il y a une tradition largement suivie et répandue, surtout dans les campagnes, où une femme doit habiter loin du village pendant ses règles. Ces femmes habitent
des petites cahutes, des petites huttes, des cabanes au confort très précaire. Et même si cette tradition est interdite depuis quelques années, des femmes meurent chaque année à cause de ces traditions. Elles meurent intoxiquées par les fumées car elles essayent de se réchauffer. Elles meurent attaquées par des bêtes sauvages parce qu'elles sont isolées du village. Le tabou des règles a tué et continue à tuer. Cette notion d'impureté, on la connaît, souvent, plus ou moins. Par contre, ce qu'on a oublié, c'est que nos anciens nous ont aussi donné une idée que le sang menstruel est un sang magique, un sang maléfique. L'auteur qui parle le mieux de cette notion de sang maléfique, c'est certainement Pline l'Ancien, un auteur romain du 1er siècle. Alors Pline l'Ancien, il a écrit l'histoire naturelle, qui est en quelque sorte la somme des connaissances de son temps. Dans cette histoire naturelle, il raconte que le sang menstruel est le pire des poisons, que le sang menstruel fait tomber les fruits des arbres, que le sang des règles stérilise les céréales, que le sang des règles tue les insectes. Et si un chien venait à goûter ce sang, il deviendrait aussitôt enragé. Alors, ça peut nous paraître farfelu d'un autre temps, et pourtant, jusqu'au début du XXe siècle, certains médecins expliquaient que dans le sang menstruel, il y avait une toxine qui était tellement forte qu'elle pouvait faire faner un bouquet de fleurs. Finalement, le texte de Pline l'Ancien est un petit peu le point de départ entre beaucoup de croyances et de superstitions qui relient le sang et l'aliment. Vous connaissez toutes et tous, j'en suis sûre, la tradition française, la superstition française qui veut qu'une femme qui a ses règles ne peut pas faire de mayonnaise. Voilà, vous connaissez. Eh bien, on retrouve ça dans d'autres cultures, sous d'autres formes. Par exemple, en Argentine, il n'est pas question de mayonnaise, mais de blanc en neige. Ces idées, elles étaient présentes dans nos sociétés, surtout dans les sociétés rurales et populaires. Quelques textes, traditions orales, montrent que jusqu'au début du XXe siècle, dans le Limousin par exemple, les femmes n'avaient pas le droit d'approcher les ruches. On avait peur qu'elles tuent les abeilles. En Anjou, on envoyait les femmes ayant leurs règles dans les champs pour tuer les chenilles. Et oui. Donc nos anciens, les grands fondateurs, ont estimé que le sang était impur, que le sang était maléfique. Mais le sang menstruel, c'est surtout quelque chose de contrôlé, stigmatisé, surveillé. Si on regarde globalement la littérature médicale, de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, on remarque quelque chose. Pour les médecins, le sang menstruel, c'est quelque chose d'ambigu, d'ambivalent. À la fois quelque chose de négatif, en raison des troubles, des douleurs, quelque chose qui symbolise la féminité, la fragilité. Mais en même temps, le sang menstruel est sain, est nécessaire à la fertilité, nécessaire à la santé. D'ailleurs, il parle souvent de sang salvateur. Pour beaucoup de ces médecins, la majorité des maladies féminines peut s'expliquer par un arrêt des règles ou lorsque le sang ne coule pas assez. Du coup, il faut faire couler le sang pour qu'elle ne tombe pas malade et pour faire revenir la santé. Une panel de thérapies va être mise en place au fil des siècles. Par exemple, au XIXe siècle ou au XVIIIe, si vous étiez des classes bourgeoises ou aristocratiques de la société, votre médecin pouvait vous préconiser certaines activités, comme la danse ou l'équitation, pour l'idée de faire mouvoir le corps et de faire venir plus abondamment les règles. Il pouvait aussi vous prescrire certaines eaux minérales ou un régime diététique particulier. Et puis, si le sang ne coulait pas, il fallait le faire couler coûte que coûte, même artificiellement. Alors, on usait des saignées, on appliquait des ventouses sur les cuisses, et pire encore, on appliquait des sangsues, parfois même sur la vulve. Ces idées, elles ont eu du poids sur ce que ressentent les femmes, et elles ont encore du poids aujourd'hui. Pendant des siècles, on nous a dit « une femme, à partir de la puberté, ça doit saigner ».
Pendant des siècles, on nous a dit « les règles, ça fait mal, c'est normal ». Non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal, mais ça pose un véritable problème de santé publique. On pourrait diagnostiquer plus facilement certaines maladies si on prenait en compte la douleur des femmes, notamment l'endométriose. Une femme sur 10 en France serait atteinte d'endométriose. Cela cause des graves problèmes et de l'infertilité. Et si on écoutait les femmes, et si on s'écoutait nous, on arriverait à en parler plus facilement, on pourrait diagnostiquer ces maladies. Les choses sont en train de changer en France. Depuis quelques années, on a beaucoup plus d'informations sur les règles, des formes d'éducation, qui prennent beaucoup de formes d'ailleurs. Des livres, des podcasts, des BD, des associations, les réseaux sociaux, beaucoup de pages Instagram par exemple, qui valorisent le sang qui coule entre nos jambes, qui parlent de tous ces stéréotypes qui pèsent sur les femmes. Aussi beaucoup d'associations qui visent à lutter contre la précarité menstruelle par exemple, car en France comme partout ailleurs, on ne devrait pas avoir à choisir entre nourrir ou s'acheter une boîte de tampons. Le discours se libère. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est de se libérer des images et des imaginaires, notamment les images que l'on voit tous les jours, à la publicité par exemple, à travers la télévision, YouTube, dans le métro, dans les magazines. Tous les jours, la publicité nous donne des messages importants, des messages forts, puissants. Pendant des années, on nous a vendu des serviettes parfumées pour se sentir fraîche et élégante, comme si on était particulièrement répugnante et odorante pendant nos règles. Pendant des années, on nous a vendu des publicités avec des jeunes femmes courant sur la plage, en roller, à la piscine. Bon, les règles, c'est aussi des fois être affalé sur un canapé avec une bouillotte. Pendant des années, on nous a vendu des applicateurs de tampons, des toujours plus petits, plus discrets, pour les glisser dans les poches, dans les sacs à main, et surtout, ne pas montrer. Comme si c'était incivique, totalement incivique de montrer, de laisser apercevoir un bout de protection hygiénique. Et surtout, pendant des années, on nous a montré un liquide bleu sur nos serviettes hygiéniques, pour montrer l'efficacité d'absorption de telle ou telle marque. Un liquide bleu. Moi, j'ai grandi avec ces images. Bizarrement, ça ne m'a pas choquée. J'ai toujours été habituée à voir ça. Mais à quoi il sert ce liquide bleu ? Est-ce que ce ne serait pas une forme de censure ? Est-ce que ce liquide bleu ne permettrait pas de faire des règles un tabou ? En 2018, les Français ont pu voir le premier spot publicitaire montrant un liquide rouge sur les serviettes hygiéniques. D'abord sur Internet, puis un an après, à la télévision. Ils ont été profondément choqués, pour la plupart d'entre eux. Beaucoup de plaintes, beaucoup de pétitions auprès du CSA. Mais c'est bien, les choses bougent. Il y a encore un long chemin à faire. Un long chemin à faire pour qu'on soit fiers de nos règles et pour qu'il n'y ait plus du tout de tabou. On peut tous et toutes agir. Déjà, en prenant en compte notre bagage historique et culturel. En se déchargeant de ces imaginaires, de ces idées reçues, vieilles de plusieurs milliers d'années parfois. Et surtout en communiquant. Montrons les règles, parlons des règles, parlons-en avec des mots simples. Disons fièrement « j'ai mes règles ». Cela permettra de désacraliser et d'arrêter d'en faire un tabou pour notre génération et les générations futures. Merci.